Et si tout ce que vous avez appelé relations difficiles, efforts amoureux et lutte émotionnelle n'était pas votre véritable chemin? Et si, au contraire, il existait une forme d'union qui ne demande ni combat, ni effort excessif, ni jeu de survie émotionnelle, mais simplement une reconnaissance silencieuse entre deux âmes déjà alignées? Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre peut complètement changer votre vision de l'amour, des rencontres et de ce que vous pensez devoir forcer dans votre vie sentimentale. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne Voix des héritiers pour ne rien manquer des prochains contenus profonds comme celui-ci. Et si cette vidéo résonne en vous, vous pouvez aussi soutenir la chaîne par des super cadeaux ou des dons. Cela m'aide énormément à continuer ce travail. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le véritable amour doit être une lutte ou une évidence? Et j'invite particulièrement les personnes de France, Belgique, Suisse et Canada à s'abonner pour faire grandir cette communauté francophone. Il existe dans la vie humaine des expériences qui marquent profondément la mémoire émotionnelle, non pas parce qu'elles sont bruyantes ou spectaculaires, mais précisément parce qu'elles bouleversent les repères habituels du cœur. L'amour fait partie de ces expériences-là. Pourtant, la manière dont il se manifeste n'est jamais uniforme. Il existe des formes d'attachement qui ressemblent à des incendies émotionnels et d'autres qui s'apparentent à des apparitions silencieuses, presque imperceptibles au début, mais profondément transformatrices sur la durée. Certaines histoires commencent avec une intensité presque immédiate. Tout semble accélérer dès les premiers échanges. Les émotions montent rapidement, les pensées deviennent envahies, et l'esprit cherche constamment à interpréter chaque signe, chaque mot, chaque silence. Dans ces débuts, il y a souvent une sensation de vertige. Le cœur s'emballe, mais en même temps, quelque chose manque de stabilité, comme si la relation était portée par une énergie forte, mais difficile à contenir. On se sent vivant, mais aussi désorienté, attiré, mais parfois inquiet sans raison précise. Dans ce type de dynamique, la perception de l'amour est souvent associée à l'intensité. Plus c'est fort, plus cela semble réel. Plus cela secoue, plus cela paraît authentique. Pourtant, cette intensité peut aussi cacher une forme de déséquilibre intérieur. Ce n'est pas forcément un signe de profondeur, mais parfois simplement un reflet de ce qui est encore instable à l'intérieur de soi. L'autre devient alors un miroir amplificateur de nos propres émotions non résolues. Chaque interaction devient un événement. Chaque absence de réponse peut être interprétée comme un signal. Et la relation devient une sorte de terrain émotionnel constamment en mouvement. Mais il existe une autre catégorie de rencontres, beaucoup moins spectaculaire au départ, et pourtant bien plus déroutante sur le long terme. Elle ne se présente pas comme une tempête. Elle n'arrive pas avec fracas. Elle ne bouleverse pas immédiatement le rythme de la vie. Au contraire, elle s'installe dans une forme de simplicité presque étrange. Rien ne semble forcé, rien ne semble lutter pour exister. Et pourtant, quelque chose se met en place, doucement, sans pression apparente. Dans ces rencontres plus rares, l'énergie est différente. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à séduire par l'excès ou par la performance émotionnelle. Elle est stable, mais pas froide. Elle est calme, mais pas vide. Et surtout, elle ne provoque pas ce chaos intérieur que l'on confond souvent avec la passion. Au contraire, elle apporte une forme d'apaisement qui peut parfois déstabiliser ceux qui ont été habitués aux relations intenses. Ce qui frappe dans ce type de lien, c'est l'absence de résistance. Habituellement, dans les relations humaines, il y a toujours une forme de tension initiale. Des ajustements, des incompréhensions, des hésitations. Mais ici, quelque chose semble déjà en place avant même que les mots ne soient prononcés. Comme si deux trajectoires se reconnaissaient sans avoir besoin d'explication. Cela ne signifie pas que tout est parfait ou sans défi, mais plutôt que la base même du lien ne repose pas sur la lutte. La présence de l'autre ne crée pas une surcharge émotionnelle. Elle ne déclenche pas une succession de questions internes. Elle ne pousse pas à suranalyser chaque détail. Elle s'impose simplement comme une évidence silencieuse. Et cette évidence ne demande pas de justification. Elle est ressentie avant même d'être comprise. Dans ce type de rencontre, un phénomène particulier apparaît souvent.
la sensation de familiarité. Non pas une familiarité logique, basée sur des souvenirs réels ou des expériences partagées, mais une familiarité plus profonde, plus intuitive, comme si une partie de soi reconnaissait l'autre sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Cela peut créer un paradoxe intérieur. L'esprit cherche des réponses, mais aucune explication concrète ne suffit à justifier ce ressenti. Et pourtant, cette sensation persiste. Elle ne disparaît pas facilement. Elle revient dans les silences, dans les regards, dans les moments simples du quotidien. Elle donne l'impression que la relation ne commence pas vraiment, mais qu'elle continue quelque chose d'invisible, comme une suite logique à une histoire qui n'a jamais été racontée consciemment. Ce qui rend cette expérience encore plus intrigante, c'est qu'elle ne correspond pas aux schémas habituels d'apprentissage émotionnel. Habituellement, l'être humain apprend à aimer à travers des contrastes, des erreurs, des manques et des réparations. L'amour est souvent associé à un processus d'ajustement constant. Mais ici, il semble y avoir moins de corrections à effectuer, moins de luttes pour trouver une place, moins de conflits internes à résoudre. Cela ne veut pas dire que tout est simple, mais cela signifie que la complexité ne prend pas la forme du combat. Elle prend plutôt la forme d'une profondeur silencieuse, une profondeur qui ne s'impose pas, mais qui se révèle progressivement, sans forcer le regard. Et c'est précisément ce contraste entre les deux types de rencontres qui crée une prise de conscience intérieure. D'un côté, les relations qui consument, qui agitent, qui rendent tout intense mais instable. De l'autre, les relations qui apaisent sans effort apparent, qui ne demandent pas de justification constante, mais qui installent une forme de continuité étrange. Dans ce second type de lien, il n'y a pas cette urgence permanente de comprendre ou de contrôler. Il y a plutôt une forme de présence naturelle, une présence qui ne cherche pas à occuper tout l'espace émotionnel, mais qui coexiste avec lui. Et cette cohabitation crée une expérience totalement différente de l'amour tel qu'il est souvent imaginé. Ce qui déroute le plus, c'est que rien ne semble correspondre aux attentes construites au fil du temps. Les récits habituels de l'amour parlent souvent de passions intenses, de difficultés à surmonter, de conflits transformateurs. Mais ici, le récit est différent. Il est plus discret. Il ne s'impose pas comme une histoire spectaculaire, mais comme une expérience intérieure difficile à nommer. Et pourtant, malgré cette absence de chaos, quelque chose continue de grandir. Pas de manière explosive, mais de manière organique. Comme si le lien se développait sans avoir besoin d'être constamment alimenté par des tensions ou des drames. Une croissance silencieuse, presque invisible, mais bien réelle. Dans cette dynamique, la perception du temps change aussi. Les interactions ne sont plus mesurées en intensité émotionnelle, mais en qualité de présence. Les moments simples prennent une valeur particulière. Un échange de regards, un silence partagé, une conversation ordinaire deviennent suffisants pour nourrir le lien. Il n'y a pas besoin de surenchère émotionnelle pour confirmer l'existence de quelque chose de réel. Ce type de rencontre remet donc en question une idée profondément ancrée, celle selon laquelle l'amour doit être difficile pour être authentique. Ici, la difficulté ne disparaît pas forcément, mais elle change de nature. Elle ne réside plus dans la lutte entre deux personnes, mais dans la capacité à accepter une forme de simplicité qui peut sembler inhabituelle, voire déstabilisante pour un esprit habitué au chaos émotionnel. Et c'est dans cette étrangeté silencieuse que commence à naître une autre compréhension du lien humain. Une compréhension qui ne repose pas sur l'intensité visible, mais sur une reconnaissance intérieure difficile à expliquer avec des mots. Dans ce type d'union, quelque chose se distingue immédiatement de ce que la plupart des personnes ont appris à reconnaître comme relation amoureuse. Il n'y a pas cette tension constante qui pousse à vérifier, à relancer, à interpréter, à deviner. Il n'y a pas ce mouvement intérieur qui transforme chaque absence de réponse en scénario possible, chaque silence en menace implicite, chaque délai en doute grandissant. Tout ce qui, habituellement, nourrit l'anxiété relationnelle semble ici perdre progressivement son pouvoir. Ce qui surprend d'abord, c'est cette absence de course intérieure. Dans beaucoup de relations modernes, même sans le dire explicitement, il existe une forme de rythme invisible. Répondre vite pour ne pas perdre l'attention,
Envoyer un message pour ne pas créer de distance, maintenir un certain niveau de présence pour éviter que l'autre ne s'éloigne. Cela devient presque automatique. Une sorte de danse émotionnelle où chacun ajuste ses mouvements en fonction des réactions de l'autre. Mais dans cette autre forme de lien, cette dynamique semble ne pas exister, comme si elle n'avait jamais été nécessaire. Il n'y a pas de message envoyé dans l'angoisse. Et cela change profondément la texture de la relation. Parce que l'angoisse, même légère, modifie tout. Elle change le ton d'un message. Elle transforme une attente en tension. Elle colore chaque interaction d'une inquiétude sous-jacente. Ici, au contraire, le geste d'écrire, de répondre ou de se manifester ne vient pas d'un manque à combler ou d'une peur à apaiser. Il vient d'un espace plus stable, où la présence de l'autre n'est pas ressentie comme quelque chose à maintenir à tout prix, mais comme quelque chose qui existe naturellement. La peur de perdre, elle aussi, semble s'atténuer. Non pas parce que la relation est perçue comme acquise ou figée, mais parce qu'elle ne repose pas sur cette fragilité permanente qui caractérise tant de liens. Dans beaucoup d'histoires, l'amour est accompagné d'une forme de vigilance émotionnelle constante, comme si à tout moment quelque chose pouvait basculer, s'éteindre ou s'éloigner. Cette tension crée une hyperconscience du lien, mais aussi une fatigue intérieure. Ici, cette fatigue semble absente. Non pas parce que tout est garanti, mais parce que le lien ne donne pas l'impression d'être en danger permanent. Il n'y a pas de stratégie émotionnelle, et c'est peut-être l'un des éléments les plus déroutants. Dans de nombreuses relations, consciemment ou non, les individus développent des stratégies. Quand répondre, quoi dire, comment se comporter pour maintenir l'intérêt, comment ne pas trop donner, comment ne pas trop s'exposer. Ces mécanismes ne sont pas toujours négatifs. Ils sont souvent des réponses à des expériences passées. Mais ils créent une forme de distance intérieure. Ici, cette distance semble se réduire, comme si le besoin de contrôler la perception de l'autre devenait inutile. Tout semble couler naturellement. Cette phrase, souvent utilisée de manière légère, prend ici un sens plus profond. Il ne s'agit pas simplement d'une relation facile ou sans conflit. Il s'agit plutôt d'un mouvement intérieur qui ne rencontre pas d'obstacle majeur dans son expression. Les échanges ne sont pas forcés, ils ne sont pas suranalysés, ils ne sont pas construits comme des performances. Ils existent simplement, dans une continuité fluide, presque organique. Et cette fluidité crée une sensation particulière, celle de ne pas avoir à travailler pour maintenir le lien. Les conversations, dans ce type de connexion, ne sont pas surchargées d'efforts. Cela ne signifie pas qu'elles sont superficielles ou pauvres. Au contraire, elles peuvent être profondes, simples ou silencieusement intenses. Mais elles ne portent pas le poids de la démonstration. Il n'y a pas cette pression implicite de devoir être intéressant, captivant ou constamment pertinent. Les mots circulent sans surcharge émotionnelle. Ils ne sont pas utilisés comme des outils pour sécuriser la relation, mais comme des expressions naturelles de présence. Et puis, il y a les silences. Dans beaucoup de relations, le silence peut devenir un espace inconfortable. Il est parfois interprété, analysé, rempli mentalement pour éviter l'incertitude. Mais ici, les silences ne sont pas gênants. Ils ne demandent pas d'être comblés immédiatement. Ils existent comme une partie normale de la relation. Et plus encore, ils deviennent presque significatifs. Ils ne représentent pas une absence, mais une forme différente de présence. Une présence sans mots, mais pas sans lien. Ces silences sont pleins de quelque chose qui n'a pas besoin d'être formulé pour être ressenti. Ils ne sont pas vides émotionnellement. Ils contiennent une forme de confort, une stabilité implicite, une respiration commune. Dans ces moments, il n'y a pas de pression pour produire du sens. Le sens semble déjà là, dans la simple coexistence. Même la distance, qui dans d'autres contextes peut devenir une source majeure d'insécurité, ne prend pas ici la même forme. Elle ne déclenche pas immédiatement des scénarios de perte ou d'éloignement. Elle n'active pas cette spirale mentale où l'absence devient suspecte. Au lieu de cela, elle s'inscrit dans une forme de continuité plus large, comme si la relation ne dépendait pas uniquement de la présence physique ou immédiate pour exister. Il existe alors une confiance étrange. Pas une confiance naïve ou aveugle,
mais une confiance qui ne semble pas avoir été construite par des preuves répétées ou des garanties constantes. Elle est presque instinctive. Elle ne vient pas d'un raisonnement logique, mais d'une sensation intérieure difficile à justifier. Et c'est précisément ce caractère inexplicable qui la rend particulière. Comme si deux rythmes internes s'ajustaient sans jamais avoir besoin d'être forcés. Cette image est centrale. Dans beaucoup de relations, il y a un effort inconscient d'ajustement permanent. Adapter son rythme à celui de l'autre. Ralentir, accélérer, compenser. Cela peut être fluide, mais cela reste souvent actif. Ici, l'ajustement semble déjà intégré. Comme si les deux systèmes internes fonctionnaient sur une fréquence compatible, sans nécessité de correction constante. Et dans ces connexions, quelque chose change profondément dans la perception de l'amour lui-même. L'amour ne ressemble plus à un travail. Il ne ressemble pas à une construction fragile qu'il faudrait entretenir en permanence pour éviter qu'elle ne s'effondre. Il ne ressemble pas à une série d'efforts successifs pour maintenir une connexion vivante malgré les obstacles. Il ressemble à un retour, une notion difficile à définir, mais profondément ressentie. Un retour vers un état où rien n'est forcé. Un retour vers une forme de simplicité relationnelle qui ne demande pas d'explication constante. Un retour vers une manière d'être en lien où la présence de l'autre ne déclenche pas immédiatement des mécanismes de protection ou de contrôle. Ce retour ne signifie pas absence de profondeur. Il signifie absence de lutte inutile. Et dans ce cadre, la relation prend une autre texture, moins fragmentée, moins instable, moins dépendante des fluctuations émotionnelles constantes. Elle devient un espace où la présence suffit, sans nécessité de la prouver à chaque instant. Et c'est précisément cette absence de lutte apparente qui peut parfois déstabiliser ceux qui ont été habitués à associer intensité et difficulté. Car ici, l'intensité existe, mais elle ne passe pas par le conflit ou la tension. Elle passe par la cohérence silencieuse du lien. Symboliquement, ces unions occupent un espace très particulier dans la compréhension humaine des relations. Elles ne donnent pas l'impression d'être fabriquées, au sens habituel du terme. Elles ne semblent pas résulter d'une suite d'efforts visibles, de décisions rationnelles accumulées ou d'une construction progressive fondée uniquement sur des ajustements constants. Au contraire, elles portent en elles une sensation étrange, celle de quelque chose qui existait déjà, mais qui n'avait pas encore été reconnu. Cette idée de reconnaissance est fondamentale. Dans de nombreuses relations, tout commence par une construction. Deux personnes apprennent à se découvrir, à s'adapter, à corriger des incompatibilités, à ajuster leurs attentes, à négocier des différences. Il y a une dimension presque architecturale dans ce type de lien. On bâtit quelque chose à partir de matériaux parfois très différents. Cela peut fonctionner, être beau, solide, mais cela reste souvent un processus actif, volontaire, parfois exigeant. Dans les unions plus particulières dont il est question ici, la sensation est différente dès le départ. Il n'y a pas cette impression de construire quelque chose de nouveau à partir de zéro. Il y a plutôt une sensation de reconnaissance silencieuse, comme si deux trajectoires qui semblaient séparées se rendaient compte qu'elles ont toujours été orientées vers un point commun, sans en avoir eu conscience auparavant. Elles ne naissent pas de la volonté de posséder, et cela change profondément la dynamique interne du lien. La possession implique souvent une tension. Vouloir retenir, sécuriser, éviter la perte, s'assurer que l'autre reste dans un espace défini. Même dans des relations saines, cette dimension peut exister de manière subtile. Mais ici, elle semble moins dominante. Le lien ne se construit pas autour de l'idée de garder l'autre, mais autour de la simple évidence de la connexion. Il n'y a pas non plus cette volonté de convaincre. Dans beaucoup de relations, une partie du processus consiste à persuader l'autre, consciemment ou non, que la relation est valable, stable, digne d'être poursuivie. Cela peut passer par des efforts émotionnels, des démonstrations d'attention, des preuves de compatibilité. Mais dans ce type de lien, cette dimension persuasive semble absente, comme si la relation n'avait pas besoin d'être validée en permanence, car elle ne repose pas sur une incertitude fondamentale. Tout semble s'organiser autour d'un alignement invisible entre deux trajectoires déjà prêtes à se croiser. Cette image est essentielle,
car elle introduit une logique différente de celle de la construction relationnelle classique. Ici, ce n'est pas la rencontre qui crée l'alignement. C'est l'alignement qui rend la rencontre possible et évidente lorsqu'elle survient. Cela donne l'impression que quelque chose était déjà en mouvement, bien avant que les deux personnes ne se reconnaissent. Dans les relations dites classiques, il y a souvent une forte présence de l'adaptation. Les individus doivent ajuster leurs habitudes, leur rythme, leurs attentes, parfois même leur vision du monde. Ce processus peut être enrichissant, mais il implique une forme de friction. Les différences deviennent des points de négociation, parfois de tension, parfois de transformation. Le lien se construit à travers ces ajustements successifs, parfois harmonieux, parfois difficiles. Dans ce type d'union plus singulière, cette logique d'adaptation existe différemment. Elle ne disparaît pas totalement, car toute relation humaine implique des ajustements, mais elle ne constitue pas le cœur du lien. L'énergie principale n'est pas dirigée vers la correction des incompatibilités, mais vers la reconnaissance des compatibilités déjà présentes, même si elles ne sont pas immédiatement visibles au niveau superficiel. Ainsi, le lien ne cherche pas à corriger l'autre. Cette phrase change complètement la perspective habituelle de la relation. Corriger implique souvent l'idée que quelque chose doit être amélioré, ajusté ou transformé pour correspondre à un idéal relationnel. Mais ici, cette logique semble s'effacer. L'autre n'est pas perçu comme un projet à optimiser ou à adapter, mais comme une présence déjà complète dans sa singularité. Et au lieu de corriger, le lien révèle. Cette notion est beaucoup plus subtile. Révéler ne signifie pas changer l'autre, mais faire apparaître ce qui était déjà là, mais peut-être non conscientisé. Cela peut être des aspects de soi-même, des émotions enfouies, des compréhensions intérieures qui émergent naturellement au contact de l'autre. Le lien agit alors comme un miroir profond, non pas dans un sens critique, mais dans un sens d'éclairage. Il ne force pas une transformation. Et cela distingue encore davantage ce type d'union des dynamiques plus intensives ou plus conflictuelles. Dans certaines relations, la transformation est un objectif implicite. Changer ensemble, évoluer ensemble, devenir une meilleure version de soi à travers la relation. Cela peut être positif, mais cela peut aussi créer une pression constante de progression. Ici, la transformation, si elle existe, ne semble pas imposée. Elle apparaît plutôt comme une conséquence naturelle du lien, sans effort forcé. Il déclenche une compréhension intérieure. C'est peut-être l'un des aspects les plus profonds de ce type de connexion. Il ne s'agit pas seulement de comprendre l'autre, mais de comprendre quelque chose en soi-même à travers la relation. Une compréhension qui ne passe pas uniquement par la réflexion rationnelle, mais par une sensation intérieure de clarté, comme si certaines parties de soi devenaient plus lisibles, plus cohérentes, simplement par la présence de l'autre. Cette dynamique donne au lien une dimension presque introspective. L'autre devient un catalyseur de conscience, non pas par des explications, mais par une présence. Et cette présence agit sans bruit, sans pression visible, mais avec une efficacité subtile sur la perception intérieure. C'est dans ce contexte que prend sens l'idée que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne demande pas d'être fabriqué. Cette phrase remet en question une croyance profondément ancrée dans de nombreuses expériences humaines, celle selon laquelle l'amour est quelque chose qu'il faut construire activement, entretenir constamment et parfois sauver de sa propre fragilité. Ici, une autre possibilité apparaît. L'amour ne serait pas uniquement un produit de construction, mais aussi un phénomène de reconnaissance. Quelque chose qui existe sous une forme latente et qui devient visible lorsque certaines conditions internes et externes se rencontrent. Cela ne retire rien à la complexité des relations humaines, mais cela introduit une autre manière de les comprendre. Simplement, identifier. Cette dernière idée est essentielle. Identifier implique une prise de conscience, non pas une création, mais une reconnaissance de ce qui était déjà présent, même si cela n'était pas encore nommé. Dans ce cadre, l'amour ne serait pas seulement un effort de construction entre deux individus, mais aussi une capacité à reconnaître une cohérence déjà existante entre deux trajectoires humaines. Et pourtant, au cœur de ces expériences, la réflexion ne reste plus uniquement tournée vers l'autre. Elle se retourne progressivement vers l'intérieur. Comme si la relation, au lieu de simplement exister entre deux personnes,
devenait un miroir qui renvoie à des questions plus profondes, parfois longtemps évitées. Et parmi ces questions, certaines reviennent avec une insistance particulière, presque dérangeante. Pourquoi avons-nous appris que l'amour devait faire mal pour être réel? Cette interrogation ne surgit pas par hasard. Elle est souvent le résultat d'années d'observation, d'expériences répétées, de récits entendus, de modèles relationnels intégrés dès l'enfance ou à travers les histoires personnelles. Dans beaucoup de parcours, l'amour n'a pas été présenté comme une évidence paisible, mais comme un terrain d'épreuve. Un espace où l'on doit prouver, attendre, réparer, résister. Et progressivement, cette idée s'enracine. Si cela ne fait pas mal, est-ce vraiment de l'amour? Cette association entre intensité et souffrance devient alors presque automatique. Plus une relation est agitée, plus elle semble vraie. Plus elle provoque de l'incertitude, plus elle paraît importante. Le calme, lui, peut être interprété comme un manque, une absence d'émotion, un signe que quelque chose ne fonctionne pas, comme si la stabilité était suspecte et le chaos, au contraire, rassurant dans sa familiarité. Pourquoi avons-nous associé intensité et souffrance? Cette question touche à un conditionnement plus profond encore. L'être humain a tendance à donner du sens à ce qu'il vit à travers ce qu'il connaît déjà. Et lorsque les premières expériences affectives sont marquées par l'instabilité, l'absence, la confusion ou le manque, le système émotionnel peut apprendre à reconnaître ces états comme des formes normales de lien. Avec le temps, ce qui est familier devient presque synonyme de vérité, même si cela génère de la douleur. L'intensité émotionnelle est alors confondue avec la profondeur. Les hauts et les bas deviennent des preuves d'authenticité. Les conflits répétitifs sont interprétés comme des signes d'importance. Et la paix, lorsqu'elle apparaît, peut sembler étrange, voire suspecte, simplement parce qu'elle ne correspond pas à ce qui a été appris comme amour. Peut-être que certaines expériences nous ont conditionnés à croire que l'effort est la preuve de la valeur. Cette idée est profondément ancrée dans de nombreux domaines de la vie, pas seulement dans l'amour. On valorise souvent ce qui demande du travail, ce qui résiste, ce qui coûte de l'énergie. Et inconsciemment, cette logique se transpose dans les relations humaines. Si cela demande des efforts constants, alors cela doit être précieux. Si cela est difficile, alors cela doit être important. Mais cette lecture comporte une nuance essentielle. Tous les efforts ne sont pas des signes de valeur. Parfois, ils sont simplement le résultat d'incompatibilités, de blessures non résolues ou de dynamiques internes qui ne s'harmonisent pas naturellement. Pourtant, dans l'expérience vécue, ces nuances sont souvent difficiles à distinguer. L'effort devient une preuve en soi, même lorsqu'il est épuisant ou répétitif. Mais dans ces unions plus profondes, quelque chose contredit cette idée. Ce qui rend ces expériences particulières, c'est précisément leur capacité à inverser certaines évidences acquises. Non pas en les niant brutalement, mais en proposant une autre manière de ressentir le lien. Une manière où la valeur ne se mesure pas à la difficulté, mais à la qualité de présence. Dans ces connexions, le lien ne semble pas demander une lutte permanente pour exister. Il ne repose pas sur une tension constante entre deux pôles opposés. Il ne nécessite pas une vigilance émotionnelle continue pour être maintenu en vie. Et cette absence de lutte ne signifie pas absence de profondeur. Elle révèle simplement une autre forme de profondeur, plus silencieuse, moins spectaculaire, mais tout aussi puissante. Ce n'est pas le combat qui prouve la vérité du lien. Cette phrase renverse une croyance implicite très répandue. Beaucoup de représentations de l'amour sont associées à la notion de combat. Surmonter des obstacles, résister aux épreuves, traverser des crises pour renforcer le lien. Dans certains cas, ces expériences peuvent effectivement consolider une relation. Mais elles ne sont pas, en elles-mêmes, une preuve absolue de vérité ou de destinée. Le combat peut révéler la solidité d'un lien, mais il peut aussi simplement révéler la capacité de deux personnes à endurer une tension. Cela ne dit pas nécessairement quelque chose sur la justesse ou l'harmonie fondamentale de la relation. Ici, une autre logique apparaît. La vérité du lien ne se mesure pas à ce qu'il faut surmonter, mais à ce qu'il n'exige pas de forcer. C'est la paix qu'il impose sans effort. Cette notion est centrale,
est souvent déroutante. Une paix imposée ne signifie pas une paix artificielle ou construite de manière volontaire. Elle désigne plutôt une conséquence naturelle du lien, une sensation qui s'installe sans négociation intérieure permanente, une forme de calme qui ne dépend pas de la suppression des émotions, mais de leur absence de conflit interne constant. Cette paix ne vient pas d'un contrôle, mais d'une absence de tension structurelle. Et c'est précisément ce qui la rend si particulière. Elle ne se gagne pas, elle ne se maintient pas par effort continu, elle apparaît comme un état qui accompagne naturellement la relation. Et cette paix peut parfois être déroutante, car elle ne correspond pas au schéma habituel de désir, de manque ou de peur. Pour un esprit habitué aux dynamiques émotionnelles instables, cette stabilité peut sembler étrange. Le désir est souvent associé au manque, la peur à l'attachement, l'intensité à l'incertitude. Ces mécanismes créent une forme de familiarité émotionnelle. Lorsque ces éléments disparaissent ou s'atténuent, une sensation de vide ou d'incompréhension peut émerger. Non pas parce que quelque chose manque réellement, mais parce que les repères habituels ne sont plus activés. L'esprit peut alors chercher inconsciemment à recréer des tensions connues, simplement pour retrouver une sensation familière de réalité émotionnelle. Elle oblige à se rencontrer soi-même autrement. C'est ici que le lien prend une dimension profondément introspective. Lorsque les mécanismes habituels de peur, de manque ou de lutte s'apaisent, il ne reste pas un vide, mais un espace différent. Un espace où la relation ne sert plus uniquement à combler ou à compenser, mais à révéler. Sans les distractions du chaos émotionnel, l'individu est confronté à lui-même d'une manière plus directe. Les réactions automatiques deviennent plus visibles. Les besoins inconscients apparaissent plus clairement. Les attachements anciens se manifestent sans être masqués par l'urgence émotionnelle, sans masque, sans défense. Dans cet état, il devient plus difficile de fuir à travers les dynamiques habituelles de contrôle ou de protection. Le lien n'impose pas une vulnérabilité forcée, mais il rend inutile une partie des protections que l'on utilise habituellement pour naviguer dans les relations instables. Et dans cette absence de défense constante, quelque chose d'autre peut émerger. Une forme de présence plus simple, plus nue, plus directe. Une présence qui ne dépend plus de stratégies relationnelles, mais d'une expérience plus immédiate de soi et de l'autre. Alors la vraie question ne se place peut-être pas là où la plupart des réflexions sur l'amour la positionnent habituellement. Pendant longtemps, on a tendance à orienter cette recherche vers l'extérieur, comme si tout dépendait d'une rencontre future, d'une personne encore inconnue, d'un événement qui viendrait enfin résoudre une attente intérieure. Dans cette logique, l'amour devient une destination, un objectif, quelque chose qu'il faudrait atteindre après une série de tentatives, d'erreurs, d'ajustements, voire de souffrances. Mais ici, la perspective change subtilement. Et avec ce changement, la question elle-même se transforme. Comment trouver la bonne personne? Cette interrogation, en apparence simple, contient déjà une présupposition importante, celle qu'il existe une bonne personne à trouver, comme si l'enjeu principal était uniquement extérieur, comme si tout dépendait d'un hasard bien orienté ou d'une rencontre suffisamment alignée avec nos attentes conscientes. Cette vision peut sembler logique, mais elle ne prend pas toujours en compte un élément fondamental, la manière dont nous percevons, interprétons et reconnaissons ce qui se présente à nous. Car il ne s'agit pas uniquement de trouver, il s'agit aussi de reconnaître. Et c'est précisément là que la deuxième question prend toute sa profondeur. Est-ce que je suis devenu capable de reconnaître ce qui ne demande plus de lutte? Cette formulation change entièrement le centre de gravité de la réflexion. Elle ne place plus l'amour uniquement dans le futur ou dans l'extérieur, mais dans une capacité intérieure. Une aptitude à percevoir différemment ce qui est déjà là, à distinguer ce qui est construit dans la tension de ce qui existe dans la fluidité, à différencier ce qui attire par le chaos de ce qui se révèle dans la simplicité. Cette capacité de reconnaissance n'est pas automatique. Elle se développe souvent à travers les expériences elles-mêmes. Les relations passées, les attachements intenses, les déséquilibres émotionnels, tout cela contribue à façonner une forme de perception.
Parfois, cette perception est tellement habituée à associer amour et difficulté qu'elle devient incapable de reconnaître une dynamique plus stable, comme quelque chose de significatif. Parce que parfois, l'amour que vous cherchez n'est pas loin. Cette idée peut sembler paradoxale, surtout pour un esprit habitué à concevoir l'amour comme quelque chose de rare, difficile à atteindre ou réservé à des circonstances particulières. Pourtant, il arrive que ce qui est recherché ne soit pas absent, mais simplement non identifié, présent, mais non reconnu, accessible, mais invisible à cause des filtres intérieurs qui influencent la perception. Il est simplement invisible à cause du bruit intérieur, des attentes, des blessures anciennes ou des anciens scénarios que vous rejouez sans le savoir. Ce bruit intérieur n'est pas un concept abstrait. Il correspond à l'ensemble des pensées, émotions, réflexes et souvenirs qui influencent la manière dont une relation est vécue. Les attentes accumulées au fil du temps créent une sorte de cadre invisible dans lequel toute nouvelle expérience est automatiquement interprétée. Les blessures anciennes, elles, peuvent agir comme des filtres émotionnels, amplifiant certaines peurs ou atténuant certaines possibilités de confiance. Et puis, il y a les anciens scénarios, ces schémas répétitifs qui se rejouent inconsciemment. La peur de l'abandon, la recherche de validation, l'attraction pour l'instabilité, ou encore la confusion entre intensité et amour. Ces scénarios ne sont pas toujours visibles sur le moment, mais ils influencent profondément la manière de percevoir les relations. Tant que ce bruit intérieur reste actif, il peut masquer des réalités plus simples. Il peut rendre floue une connexion qui, en elle-même, ne repose pas sur la lutte. Il peut transformer la simplicité en doute et la stabilité en questionnement. Et quand tout cela se calme, quelque chose d'autre devient visible. Ce moment de calme ne signifie pas une absence totale d'émotions ou de pensées, mais plutôt une diminution de leur domination. Une sorte de clarification intérieure où les projections perdent de leur intensité, où les interprétations automatiques deviennent moins envahissantes. Dans cet espace plus silencieux, la perception change. Et dans ce changement, ce qui était auparavant difficile à percevoir devient soudainement plus lisible. Une évidence. Ce mot est souvent mal compris lorsqu'il est appliqué aux relations humaines. L'évidence n'est pas forcément immédiate, spectaculaire ou émotionnellement explosive. Elle peut être discrète. Elle peut même apparaître après un certain temps, une fois que les couches de confusion ou d'attente commencent à se dissiper. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle se révèle. Silencieuse. Ce silence n'est pas vide. Il est structuré par une forme de cohérence intérieure. Une absence de tension inutile, une fluidité dans la présence de l'autre, une simplicité dans l'échange qui ne nécessite pas de surinterprétation constante. Ce silence devient alors un langage en soi. Un langage qui ne passe pas uniquement par les mots, mais par la qualité de l'expérience partagée. Stable. La stabilité, ici, ne doit pas être confondue avec l'ennui ou la stagnation. Elle renvoie plutôt à l'absence de fluctuations émotionnelles extrêmes qui obligent constamment à réajuster la perception du lien. Une stabilité qui permet de respirer, de penser, de ressentir sans être constamment aspiré par des variations émotionnelles incontrôlées. Elle crée un espace où la relation peut exister sans devoir être continuellement défendue ou justifiée. Simple. Cette simplicité peut être l'un des aspects les plus déroutants pour un esprit habitué à associer amour et complexité. Car la complexité est souvent perçue comme un signe de profondeur. Pourtant, ici, la simplicité ne signifie pas superficialité. Elle signifie absence de surcharge inutile. Une forme de clarté dans laquelle les choses n'ont pas besoin d'être constamment interprétées pour exister, et profondément déroutante pour un esprit habitué au chaos émotionnel. C'est peut-être là le point le plus délicat. Lorsqu'un esprit a été habitué à des relations marquées par l'intensité, l'incertitude ou la tension, la stabilité peut ne pas être immédiatement reconnue comme quelque chose de désirable. Elle peut même être perçue comme étrange, voire suspecte, comme si quelque chose manquait, simplement parce que les signaux habituels du chaos ne sont plus présents. Et pourtant, c'est précisément cette absence de chaos qui peut révéler une autre forme de profondeur. Une profondeur qui ne se mesure pas à l'intensité des fluctuations, mais à la qualité de la présence.
Une profondeur qui ne demande pas d'effort constant pour exister, mais qui s'impose doucement, comme une réalité intérieure cohérente. L'amour sans effort ne signifie pas absence de profondeur. Il signifie absence de combat inutile. Il ne vient pas remplacer la vie humaine, mais la simplifier. Et peut-être que le plus grand changement n'est pas de trouver cette union, mais de devenir la version de soi capable de la reconnaître sans la saboter. Parce qu'au fond, ce que vous appelez effort n'est parfois qu'un signe que ce n'est pas encore le bon alignement. Et quand cela devient le bon, vous ne forcez plus rien. Vous respirez enfin.